Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. On va essayer d'en savoir plus donc ce soir sur ces Black Blocs ou Black Blocs qui ont dynamité le 1er mai à Paris. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? On en sait un peu plus. Isabelle Millet, vous le disiez tout à l'heure dans le journal et on va se le redire. Sont-ils surveillés par la police? De quelle manière? Comment se donnent-ils rendez-vous? Comment expliquer qu'ils aient pu se regrouper à 1200 hier, ce qui semble quand même être un nombre tout à fait considérable pour des manifestations qui sont, ça on le sait pour le coup, surveillées par la police. On va se poser toutes ces questions avec nos invités. Vous me dites évidemment au 3921 ce que vous inspire ce qui s'est passé. On va en parler ce soir avec Frédéric Ploquin. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Spécialiste des milieux policiers et criminels, journaliste, enquêteur, écrivain. Et Thomas Statius, bonsoir à vous. Bonsoir. Qui enquêtait sur les mouvements radicaux pour le site Street Press. Un petit goût à nouveau, si vous le voulez, même s'il n'est que sonore, de ce que ça a donné dans les manifestations hier, justement, ces Black Blocs. Oui, ils disent tout le monde déteste la police, effectivement, ça fait partie des slogans. Thomas Statius, qui sont-ils? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que d'abord il faut s'entendre... C'est composite, vous voulez dire? D'abord il faut s'entendre sur les termes. Black Bloc, c'est on va dire plus un mode d'organisation, une stratégie qui est employée par des militants altermondialistes d'ultra-gauche depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Alors certains font la généalogie, ce mouvement, il renvoie quasiment aux années 80 en Allemagne de l'Est. On va dire que pour ce qui est de son avènement médiatique aujourd'hui, c'est 99 le sommet de Seattle, 2001 celui de Gênes. Donc c'est pas un groupe, il n'y a pas d'international du Black Bloc, c'est avant tout une stratégie. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est 1200 plus, c'est même 14 000 manifestants qui sortaient du cortège syndical. C'est ce qui a été appelé pendant les manifestations de la loi travail au printemps 2007, le cortège de tête, c'est-à-dire des gens qui veulent sortir des organisations syndicales, se mettre en tête du cortège pour se montrer, et qui donc réfute l'organisation, on va dire, un peu centraliste et hiérarchisée des syndicats. Pour dire qui étaient les gens dans ces manifestations, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, c'est des gens qui recherchent l'anonymat avant tout. Oui, ça on l'a vu. On l'a vu, donc c'est un peu compliqué de dire ça. On va dire que de ce que moi j'en ai vu, il y a un peu tout. Oui. Il y a des étudiants, des salariés... Mais des anarchistes, parce qu'il y a toujours eu des anarches, comme on disait, des autonomes, on appelait ça dans les manifestations. Les autonomes et les anarchistes, c'est pas exactement la même chose. Mais il y a une tradition en France, en dehors de ces racines internationales qui viennent d'être citées. C'est vrai qu'il y a une tradition en France qui remonte à très loin. On a connu à la fin des années 70 et au début des années 80 en France, donc ce fameux mouvement autonome, qui était précisément des gens qui étaient autonomes de toutes les organisations d'extrême gauche, qui avaient donc plutôt une espèce de fibre effectivement anarcho-syndicalistes, on peut le dire, mais enfin qui s'attaquaient, et je trouve qu'ils sont très ressemblants à ceux qu'on a vu le 1er mai, qui s'attaquaient évidemment l'ennemi numéro 1 c'est l'État, c'est pour ça qu'il y a une espèce de fibre anarcho derrière. L'ennemi numéro 1 c'est l'État. Celui qui représente l'État dans la rue, c'est le policier, donc par ricochet, c'est le policier. Et là, il y a quand même une petite différence quand même entre les autonomes que moi j'ai connus ces années-là et ceux-là. C'est qu'à l'époque, il y avait des affrontements assez dur avec la police. Il y avait des vitrines de magasins de luxe qui étaient attaquées, des banques, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, par rapport à la police, on a franchi un cap, puisque il y a les affichettes qui fleurissent un peu dans Paris. Moi, je suis allé voir aussi sur leurs réseaux sociaux, etc. Le flic, il faut le tuer. C'est-à-dire que là, on a franchi. C'est pas juste le détester. C'est pas qu'il n'aime pas la police. C'est qu'il y a une haine anti-flic qui peut déboucher à un moment donné sur la mort d'un policier. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que l'année dernière, au 1er mai, il y a un policier qui s'en était tiré de justesse après avoir été totalement enflammé à l'aide de cocktails Molotov. Donc, si vous voulez, là, on passe à autre chose. Ensuite, ce qui s'est passé là, effectivement, en dehors de cet ennemi, ensuite, derrière, ce que protégeaient les CRS le 1er mai, c'était ce que j'ai vu qu'ils protégeaient, c'était les banques. Parce que, symboliquement, le fait de faire tomber, de s'attaquer à des banques... les symboles capitalistes que sont le McDonald's et la concession Mercedes, comme McDonald's n'était pas protégé, effectivement, ils sont attaqués au McDo, on comprend pourquoi, c'est le fast-food à l'américaine, c'est l'Amérique, etc. Là encore, idéologiquement, ça peut se tenir. Là où je trouve que ça se tient moins et que ça devient un peu risible, c'est quand ils tapent des abribus. Bon, là, je trouve ça un peu... Je comprends pas le sens symbolique. Disons que c'est plutôt un grand classique. C'est un grand classique. Thomas Statius, c'était un événement planifié ?
Alors moi je voudrais d'abord revenir sur ce que dit Frédéric Ploquin. Alors, sur le fait qu'effectivement il faut, encore une fois, ce sera un peu, vous le comprendrez, un peu le cœur de mon intervention, il faut essayer de pas généraliser, c'est-à-dire qu'effectivement dans le cortège il y a des gens qui visent la police, ça je dis pas le contraire. On en a eu l'exemple le 1er mai, on en aura peut-être l'exemple dans d'autres manifestations. Encore une fois, samedi prochain. Hein. Ouais. Encore une fois, il y avait 1200 personnes dans ce cortège. Il faut ramener à de plus justes proportions les gens qui ont agi. On voit par exemple en boucle tourner les images du McDonald's. Que je sache, il y avait 20 personnes qui ont tapé ce McDonald's. Alors ce sont des dégradations insupportables, je dis pas le contraire. Mais il faut ramener à de plus justes proportions. Est-ce que c'était planifié? Du moins, c'était annoncé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait eu un événement Facebook qui c'est extraordinaire, c'est ce qu'on fait pour un anniversaire. Mais encore une fois, ça participe, c'est aussi... c'est l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à ce que disait Frédéric Ploquin, c'est vrai que c'est aussi, je pense qu'une partie des gens qui peuplent ce cortège de tête, c'est des enfants de leur temps, c'est-à-dire avec l'utilisation des réseaux sociaux, etc., etc. Donc il y avait un événement Facebook, et puis il y a eu, sur des sites militants, la publication d'un appel à des camarades d'autres pays à venir, c'était d'un 1er mai à un autre, donc 1er mai 68, 1er mai 2018. Oui, et en l'occurrence, il y avait parmi ces Black Blocs, encore une fois, des gens qui venaient d'autres pays. D'après de sources judiciaires, sur les 109 gardés à vue. Alors, est-ce qu'on a attrapé les Black Blocs ou est-ce qu'on a attrapé ceux qui gravitaient autour? C'est une autre histoire. Hein. Mais 109 personnes arrêtées, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, 5 étrangers, dont une italienne, je crois, une 60aine de personnes, c'est-à-dire la grosse majorité, nées entre 90 et 2000, c'est-à-dire des gens qui ont entre 18 et 28 ans. Voilà. Et comme on disait à l'instant, c'est important de redire ça. C'est vrai que c'était annoncé, c'est vrai qu'ils les attendaient, c'est vrai que quand vous parliez aux forces de l'ordre le matin avant la manifestation, ils le savaient. D'ailleurs, Paris était relativement saturé en policiers, on ne peut pas dire qu'il manquait de troupes. Il y avait l'équivalent de 22 compagnies de CRS dans Paris, c'est-à-dire 22 multiplié par 75 hommes. C'est énorme, c'est quasiment le tiers des compagnies de CRS sur toute la France, donc il y avait du monde. 1500 policiers. L'idée c'était aussi, parce que c'est quand même ça le boulot des CRS, c'est de protéger aussi le cœur des militants syndicaux de la CGT de ces exactions, parce qu'il y a aussi ça. Je veux dire, le but de la police en cas de manifestation, c'est de faire en sorte qu'on puisse exercer notre liberté de manifester. Donc il s'agit aussi de protéger de leur permettre de défiler, de dire ce qu'ils ont à dire, et de les protéger d'éventuels éléments comme ça extérieurs qui viendraient et qui, de toute évidence, c'est leur stratégie, leur tactique, se réfugient au sein de ces militants-là pour se protéger un peu des forces de l'ordre, et puis en ressortent comme ça de manière ponctuelle et extrêmement rapide, puisque c'est leur mobilité qui rend leur neutralisation compliquée. Mais le but n'était pas non plus d'interdire ces gens-là de manifester. Parce qu'il y avait une manifestation... non, c'était pas le but. Sinon, ils l'auraient fait. Puisque je rappelle quand même qu'à la fin des manifestations loi travail, il y a une technique qui avait été mise en place. Ils appellent ça... Il y a des noms spécifiques, des termes techniques pour le dire, mais en gros, il y avait un contrôle des manifestants à l'entrée, au départ de la manifestation, qui permettait de confisquer les cocktails Molotov, les armes par destination. Ce sera le cas, à votre avis, la prochaine fois par exemple? Je pense que ce genre de pratique, sans mettre sa main au feu trop vite, va être remise en place. Et peut-être même que le 1er mai l'année prochaine, puisque maintenant ça devient, comme vous le disiez, un anniversaire, après l'année dernière, je pense que ce genre de pratique peut être mise en place. Ça coûte pas cher, c'est pas très compliqué. Et du coup, on permet aux gens de manifester, de dire ce qu'ils ont à dire, sans armes à la main. On marque une pause là-dessus, vous me dites ce que vous en pensez au 39-21. Je demanderai à Thomas Status, juste après cette pause, s'ils se sont félicités, s'ils sont contents de leur coup. C'est-à-dire s'ils sont félicités sur les réseaux sociaux du coup qu'ils ont joué aux policiers et aussi aux commerçants à Paris hier. Et puis on se demandera comment la police les surveille hors manifestation, parce que j'imagine qu'ils sont surveillés. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21. 50 centimes la minute. Denis est peintre. Entre les chantiers, les devis, les réunions et les petits services pour en remettre une couche, il n'a pas une seconde à lui. Mais Denis sait que pour tout ça, Bricoman l'accompagne au quotidien. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la carte Premium Pro pour lui faire profiter de tarifs et services préférentiels et le paiement en différé, sans avoir à courir après. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Tarifs et conditions en magasin dépôt. Chaque plein de carburant de 20 litres ou plus chez Esso, c'est une chance de gagner un pass d'1 mois à Bing Sport Connect. Vous imaginez un pass pour 1 mois entier de sport? C'est la possibilité de profiter de buts, de pénaltys et de tacles durant 30 jours. Vous imaginez combien de mêlées et d'essais vous pourriez voir en 720 heures ou le nombre de smash en 43 200 minutes? Profitez-en à fond. Chaque plein d'au moins 20 litres dans une station Esso participante, c'est une chance de gagner un pass Beam Sport Connect. Plus d'informations sur carburant.esso.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso.
Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Enquête ce soir sur les Black Blocs qui ont dynamité le 1er mai à Paris en compagnie de Frédéric Ploquin, spécialiste des milieux policiers et criminels, et de Thomas Statius qui enquête sur les mouvements radicaux, notamment pour le site Street Press. Bonsoir Alia. Vous nous appelez de Paris justement et apparemment vous avez été très impressionné par les images de la manifestation et de la casse d'hier. Vous êtes là Alia ? Alors, si Alia n'est pas là, je vais proposer à Patrice de prendre la parole. Bonsoir, Patrice. Oui, bonsoir. De Rive de Gier. Oui, tout à fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, c'est ce que, voilà, évidemment, c'est navrant, c'est désolant, mais c'est inquiétant aussi parce que je pense à des gens qui sont plutôt de réaction lâche, quoi. Ce matin, j'entendais sur une radio là, quelqu'un qui hurlait, etc. Et en fin de compte, qui n'a pas dit son vrai nom, quoi, qui se donnait sous un. Donc ça, c'est la première des lâchetés, quoi. C'est quand on veut défendre une idée, même si on est violent et tout ça, mais qu'on dise qui on est, quoi. C'est vous tout. Accepteriez la violence à visage découvert ? J'accepterais plus volontiers de quelqu'un qui me dit je vais te taper dessus, voilà pourquoi, et je m'appelle Tartampion, tu pourras me retrouver plus tard si tu veux te venger, quoi. Vous voyez, ça mais pas dire son nom, et surtout à la radio, enfin je trouve ça, voilà, ça me donne déjà un profil. Maintenant, il y a d'autres raisons, je vais vous dire, là, il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas bien chez eux, qui sont pas bien avec leurs enfants, qui sont pas bien avec leurs femmes. Quelque part, il y en a certains qui vont... Alors bien sûr, j'excuse rien du tout, mais j'essaye de comprendre. Et c'est ce que je disais, je me dis dans des circonstances graves comme des guerres, comme nos parents en ont connu malheureusement, je veux dire là, ce profil-là, il va plutôt vers... je me demande si on n'est pas dans le profil de collaboration, quoi. Voilà. Vous allez loin, oui. Vous allez loin. Je vais loin. Non, mais j'entends en tout cas... comment on peut réagir quand on est dans des circonstances. D'accord. Voilà. Ce que j'entends, mais vous avez le droit. C'est pas ça. Je dis que vous allez loin, mais vous avez le droit d'aller aussi loin que vous voulez. D'ailleurs, toujours dans le respect de la loi, c'est le principe de cette antenne. Il a raison, Patrice. C'est un mot d'ordre de sortir caché. Alors, c'est un mot d'ordre. C'est comme on disait une stratégie. On n'a jamais vu les Black Blocs à visage découvert, en tout cas. Non, c'est pas très fréquent. Moi non plus, je les ai pas vus. Ceci dit, on peut réfléchir sur la raison pourquoi ils se cachent. Alors pour des raisons évidentes, pour pas être poursuivis judiciairement. On peut dire après en faisant référence aux origines plus intellectuelles de ce mouvement-là. Frédéric Ploquin a parlé de l'autonomie. C'est aussi l'idée que la masse prime sur l'individu. Il n'y a pas de mise en avant d'un individu quel qu'il soit. Il y a la mise en avant de la masse, etc., etc. C'est ça qu'on les a vus avec des masques Anonymous aussi à un autre moment. C'est ça que vous voulez dire ? Ouais, par exemple. Et puis je voudrais revenir sur ce que disait cet auditeur sur le fait qu'il y avait Patrice, sur le fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien chez eux et qui s'exprimaient. Moi, je pense qu'il faut rappeler avant tout, et c'est ce qui est fait sur cette antenne, c'est que ce sont des mouvements politiques, ce ne sont pas des casseurs. Le terme casseur... Il y a un objectif politique, c'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui ont une date de début, c'est-à-dire, comme le disait Frédéric Ploquin, dans les années 70, et qui se sont renouvelés au fil des années. Ce sont des mouvements politiques, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas, comme disait Patrice, Tartampion qui sort dans la rue, qui prend un marteau et qui casse un abribus, quoi. Alors, est-ce que ces non-Tartampions ont revendiqué leur acte ? Est-ce qu'ils s'en sont félicités depuis la manif ? Est-ce que vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux ? J'ai vu passer ça. Après, disons que si on parle en des termes stratégiques, qui m'intéressent moins que l'origine, on va dire, de ces mouvements, c'est plutôt une réussite de leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont perturbé la manif syndicale. On ne parle que d'eux, le fait même qu'on en parle exactement. C'est-à-dire qu'aussi la stratégie, c'est de réinterroger aussi notre rapport à la violence dans les manifestations, la violence politique. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ? Comment elle est légitime ? Ça participe de la même stratégie. Et puis, il y a eu des appels aussi à soutenir, on en parlera peut-être après, des gardés à vue, des gens, des 92 personnes, comme je disais, qui sont gardés à vue. Voilà. Ou le bal de la ZAD, parce que ça aussi, c'est un mouvement qui finalement va de pair. En tout cas, ils le soutiennent. On va dire ça comme ça. Je voudrais vous lire quelques messages, parce qu'on n'aura pas le temps de... Alia vient de partir. Elle s'étonnait, Alia, du nombre des manifestants de ces Black Blocs hier. 1200, ça semble effectivement incroyable, parce qu'on imagine qu'ils sont surveillés. Enfin, encore une fois, non, je veux dire hors manif, des militants. Alors, surveillés, je rappellerai quand même que les renseignements généraux ont disparu il y a quelques années et qu'il y a eu quelques lacunes au niveau de la police dans la surveillance. Il y avait des sections qui s'occupaient de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite, voire qui les infiltraient d'ailleurs. Absolument, donc là il y a eu une vraie déperdition. Disons qu'il y a eu une vraie déperdition du professionnalisme de la police française et que là, sous François Hollande, a été installé, relancé une espèce de service un peu semblable qui s'appelle le service de renseignement territorial et qui est censé faire un petit peu
le même travail. Et puis après, vous avez d'autres services de renseignement qui s'intéressent, qui se focalisent plus sur la violence politique. Mais là, on est dans un mouvement, un peu comme ce qu'on a vécu avec le mouvement autonome à l'époque. On est dans un mouvement qui est en train de s'installer en France. Et entre si vous voulez, toutes les phénomènes, le phénomène des ZAD, des zones à défendre, que ce soit du côté de Grenoble, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit... Vous avez toute une génération, une jeunesse, on va dire, pas seulement française, donc européenne. Il y a beaucoup d'Anglais, il y a beaucoup de Britanniques, il y a des Hollandais, des Belges, des Allemands et des Suisses. C'est surtout dans ces pays-là que ça se développe. De jeunes qui donc sont en train de former une espèce d'international, un peu comme ça à leur manière, et qui se donnent rendez-vous, ce qui peut expliquer le nombre dans certains endroits, et ce qui explique surtout, parce qu'il y a eu plusieurs causes pour eux à défendre ces dernières années, qu'ils deviennent assez professionnels, et que là, je pense que les policiers vont commencer à s'intéresser davantage. Vous les avez très bien organisés hier. À Notre-Dame-des-Landes, moi j'ai été surpris d'une chose, et pas seulement moi, les gendarmes mobiles, parce qu'à l'époque c'était pas les CRS, c'était les gendarmes mobiles, on était surpris de les voir fonctionner de manière un petit peu quasi militaire sur le terrain, c'est-à-dire un petit peu à la manière des CRS. On les a vus donc progresser comme ça derrière des boucliers vers les forces de l'ordre, jeter leurs projectiles et puis se replier. Et donc c'est un peu déstabilisant pour les CRS ou les gendarmes mobiles parce qu'ils fonctionnent comme eux. Et donc c'est un peu une espèce et ça peut dégénérer, et ça montre qu'actuellement ils sont en voie de professionnalisation. Frédéric Ploquin, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Thomas Statius de votre éclairage. Je rappelle le site Street Press, pour lequel vous travaillez. Frédéric, votre livre, Les Seigneurs de Paris. Les derniers Seigneurs de Paris. C'est l'histoire de la traque. Chez Fayard, c'est l'histoire de la traque de la brigade criminelle contre les grands clans manouches parisiens. C'est à lire. Merci beaucoup.